Se servir de sa passion profonde pour l'enseignement afin de propulser son entreprise, c'est ce que fait Marie-Sophie Guillemette avec son entreprise Entre guillemets. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir une super invitée, en fait, Marie-Sophie Guillemette, qui est en fait une enseignante qui a fondé son entreprise en lien avec l'enseignement, dans le fond. Et je dirais qu'elle a vécu un beau virage à 180 degrés, comme si l'univers, la pandémie, lui avait fait une belle passe sur la porte, comme on dit. Puis, on va décortiquer ça avec elle, comment elle a fait pour faire ce virage-là, avoir une belle entreprise rayonnante, profitable, qui va bien. Donc, officiellement, bonjour Marie-Sophie. Bonjour Mélanie, merci pour l'invitation. Tellement contente de te parler aujourd'hui. Ah, ça fait vraiment plaisir. J'adore ça. Je dois avouer que les entrevues, c'est comme mon petit dada, là. J'aime ça, aller à la rencontre des entrepreneurs. Puis je pense que les gens aussi qui écoutent le podcast aiment ça, avoir des modèles d'affaires, des domaines différents. Fait que c'est vraiment cool aujourd'hui de couvrir le monde de l'éducation avec toi. Un monde que je connais un petit peu de par mon emploi précédent. Fait que j'ai vraiment hâte, en fait, de savoir un peu les dessous de tout ça. Puis d'abord, pour mettre en contexte un peu les gens, tu sais, j'ai parlé, que tu étais une enseignante, ancienne enseignante. C'est quoi, en fond, ton parcours professionnel? Écoute, je vais faire une histoire longue courte. Mais moi, j'ai toujours travaillé avec les enfants. Écoute, ça vient de longtemps. J'ai travaillé dans les terrains de jeu. J'ai enseigné la natation, le ski alpin. Donc, ça a toujours fait partie de moi. Donc, mon chemin a été très facile à faire au niveau de faire un choix de carrière. Donc, tout de suite, je me suis dirigée comme éducatrice. Fait que moi, je suis une ancienne éducatrice en enfance qui a continué son parcours scolaire. J'ai fait mon bac en enseignement et je me suis lancée tête baissée dans cette belle profession-là que j'ai adorée, que j'adore encore parce qu'être en contact avec les enfants, c'est une passion infinie. Là, j'adore ça. Donc, j'ai commencé mon cheminement, je te dirais, dans des classes un petit peu plus difficiles. Moi, j'ai toujours aimé les défis. De toute façon, je suis une fille qui carbure aux défis. J'en ai encore plein devant moi. Donc, j'ai commencé avec une clientèle qui était un peu plus difficile. Des fois, c'était des allophones aussi qui apprenaient le français. Mais moi, j'ai toujours aimé ça. Plus c'était difficile, plus j'avais l'impression que je servais à quelque chose. J'avais l'impression d'aider vraiment faire la différence en éducation. Donc, mon cheminement a été très rapidement dans la vraie vie, dans la réalité avec ces jeunes-là qui étaient plus en difficulté. Donc, j'ai passé près de 9 ans en classe, principalement en troisième cycle, en cinquième, sixième année. J'ai adoré vraiment mon parcours là, avec ces jeunes-là. Ça a été des apprentissages rapides. Rapides parce que c'est une clientèle. Peut-être que des enseignants étaient moins à l'aise. Puis moi, j'étais là, ah ouais, on y va, on fait notre année. Puis le lien que j'ai créé avec ces enfants-là. Fait que j'ai vraiment adoré les années avec les jeunes de 5e année. Et là, dans le fond, là, la question qui me brûle les lèvres, là, c'est qu'on le sait. En fait, c'est pas tout le monde qui le sait, mais ça, c'est un autre débat. Les enseignants ne chôment pas. T'sais, en général, là, l'horaire d'enseignant, c'est pas du 8 à 4, merci, bonsoir. On le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait. Donc, qu'est-ce qui t'a mené à fonder en plus une entreprise? C'était quoi la réflexion, ce qui t'a poussé, en fait, à faire ça? Il y a quand même quelques. Il n'y a pas juste une grosse raison, il y en a quelques-unes. Je te dirais que la première,
c'est l'essoufflement parce que, en plus que j'ai décidé de travailler avec une clientèle difficile, je devenais essoufflée rapidement. Je ne fais pas tous les désavantages de la profession enseignante parce qu'il y en a, c'est lourd, c'est rendu vraiment très, très lourd à porter. Tu l'as dit un petit peu, tout ce qui est au niveau de l'horaire. Là, on est payé 32,5 heures, on fait du 45-50 heures semaine si on veut faire des activités, si on a une classe un peu plus difficile, des plans d'intervention, des réunions, de la paperasse. Fait que moi, c'est pas avec les jeunes, c'était difficile, c'est vraiment tout ce qui était autour. Vraiment, toute la bureaucratie, la direction, les équipes écoles, c'est pas toujours sain non plus, là. On n'en parle pas beaucoup, mais des fois, avec des collègues de travail, c'est difficile. Donc, il y a eu vraiment une espèce de lourdeur qui s'est installée avec le temps, un essoufflement, de la fatigue. Je ne suis pas passée en arrêt de travail pendant les années, mais j'y ai songé à plusieurs reprises. Et je n'avais pas envie de me rendre là. C'était pas, je voulais quand même prendre soin de moi. Et nous, on voulait fonder une famille, mon conjoint et moi. Donc, on avait dans l'idée d'avoir un enfant et je ne me voyais pas du tout continuer cette profession-là avec un enfant, avec la routine que ça m'impose, faire la correction à la maison, tout ça. Fait que vraiment, là, avoir une famille, plus la lourdeur de la tâche, là, j'y songeais. J'ai commencé dans l'entreprise un peu en me disant, je vais essayer de faire de la pédagogie, mais autrement. C'est un peu comme ça que ça l'a parti. Puis, tu sais, il faut le dire aussi, tu n'es pas toute seule, tu sais, comme enseignante, à avoir vécu ce clash-là. C'est ça qui est un peu triste, c'est que la passion d'enseigner, d'avoir le contact avec les jeunes, mais en même temps, toute la lourdeur qui vient avec ça fait qu'on perd des bons enseignants aussi chaque année, là. Fait que c'est un peu le côté triste, je trouve, de ce que la profession amène, là, malheureusement. Définitivement. La valorisation aussi. Puis c'est pas, tu sais, moi j'ai vu des excellentes directions, des excellentes équipes écoles. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre le temps de vivre, puis de profiter de nos élèves, de faire des activités, puis de profiter de ça, parce qu'on est toujours dans un carcan. C'est infini dans le fond. Même l'été, moi, je disais toujours, les gens disaient, ah, t'es en vacances l'été, ça peut. Je prends la convalescence 1, 2, 3 semaines. Après, je commence à penser à mon retour parce que plus que j'en fais avant de retourner à l'école, mais moins que mon début d'année va être difficile avec ma gestion que j'ai à faire de ma classe. Tu sais, c'est ça, c'est une méconnaissance, je pense, des gens aussi de tout ce que ça implique. J'enlève pas que dans d'autres professions, ça peut être difficile, mais j'ai trouvé qu'à travers les années, la lourdeur, c'est de plus en plus lourd pour moi. Puis d'avoir une famille aussi à travers ça, là, chapeau à mes collègues qui le font en ce moment parce que c'était hors de question pour moi. C'est comme, il y a eu un gros non, là. Nous, on a attendu notre fille 4 ans en plus. Hein, on a eu des échecs au début. On en a perdu quelques-uns. Fait que quand j'ai eu ma fille, là, c'était comme... c'est ça. Je pense que le gros point, ça a vraiment été là. Quand j'ai eu ma fille, j'ai été enceinte, moi, à l'école, la dernière année que j'ai enseigné, mais je n'ai pas été en classe. Je faisais des tâches connexes. On gérait notre propre horaire. Je faisais du 1 à 1 avec des élèves. Ça aussi, ça m'a plu énormément. Je n'étais plus dans la lourdeur. C'était plus simple. Ça, j'ai aimé ça beaucoup. Fait que ça aussi, ça a été un gros argument. Oui, c'est vrai que c'est ça. La naissance d'un enfant, la venue d'un enfant, pour bien des gens, ça remet les valeurs en perspective, nos priorités. Fait que c'est clair que tu ne dois pas être la seule à y penser quand vient le temps de fonder une famille. Mais là, tu me parles, bon, tu as fait ça en même temps, ton entreprise. Au début, tu l'as parti un peu comme on the side, si on veut. Oui, vraiment. En étant, c'est ça, enseignante. En classe, oui. Fait que là, ça, c'est quelle année à peu près, juste pour nous situer, là, que ça a débuté? Je te dirais qu'en 2017, là, je commençais à faire du soutien scolaire à domicile. Donc, je terminais mes heures de classe. Moi, j'allais chez soit des élèves que j'avais, soit des connaissances, des gens qui avaient entendu parler de moi. Donc, j'allais aider les enfants du primaire à revoir des notions qui étaient difficiles, français, mathématiques. Et je faisais, moi, du soutien scolaire, du tutorat qu'on appelle, on the side, vraiment après la journée de travail.
Et j'aimais le contact privilégié que j'avais avec ces enfants-là. Puis je me suis dit, c'est de cette façon-là, c'est de cette avenue-là que je vais partir mon entreprise. Fait que moi, j'ai engagé à l'époque, avant la pandémie, avant que la vidéoconférence soit populaire. Donc, en présentiel, les filles venaient chez moi. J'avais 2 filles qui travaillaient avec moi comme travailleurs autonomes, des enseignantes aussi. Elles venaient chez moi chercher du matériel avec leur bac. Elles partaient faire leur tutorat avec les élèves. Fait que ça a démarré comme ça. J'étais en 2017, début 2018. Puis moi, je suis tombée enceinte là, fin 2018, puis j'ai accouché en 2019. Donc, j'ai fait tout le temps de ma grossesse également là, du tutorat. OK, wow! Puis là, dans le fond, quand est arrivé mars 2020, la dite pandémie, là, qu'on n'est pas encore sorti tout à fait, toi, tu étais en congé de maternité encore ou Oui, non? je terminais mon congé de maternité. Ah, En ben fait, oui. moi, j'étais supposée de revenir au mois de mai. Et là, en mars, la pandémie arrive et boum, boum pour tout le monde. Et moi, j'allaite ma fille de 8 mois à la maison. Écoute, je m'en souviendrai toujours. Et là, on nous annonce qu'on a un premier confinement. Et là, moi, ça a été naïf. Ça a été vraiment naïf au début. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, j'ai des collègues de travail, j'ai des amis qui m'ont dit, ben, je ne sais pas quoi faire avec mon enfant ne va pas à l'école, moi, je suis à la maison, je fais du télétravail, on ne sait pas trop où s'en aller, tout ça. Est-ce que tu pourrais faire la révision avec eux? Est-ce que tu pourrais offrir quelque chose? Fait qu'on m'a sollicité. Parce que dans mon entourage, je savais que j'étais en congé de maternité, que j'avais de la disponibilité, tout ça. Et j'ai dit, OK, je vais ouvrir mon Zoom. Puis sur mes réseaux sociaux, j'avais déjà une page Facebook avec peu d'abonnés à l'époque. J'avais une page Facebook. Je mettais ça sur mon profil personnel aussi. J'avais un début de site Internet, mais pas grand-chose. Donc, j'ai mis ça sur mes réseaux sociaux. Écoute, j'ai eu 300 élèves la première semaine que j'ai lancé ça. OK. Moi. Fait que là, dans le fond, c'est un peu le fait que ce soit à distance qui a fait que tu as pu avoir autant d'impact, là, parce que tu as eu 300 personnes sur Zoom, genre, des enfants sur... Plus, même plus. Oh mon Je Dieu! faisais des mots de vocabulaire, je faisais des multiplications. Ça, on faisait vraiment juste de la révision, mais j'occupais les enfants parce que les parents étaient dépensés d'avoir les enfants à la maison, de se mettre en télétravail pour certains qui avaient déjà commencé, parce qu'ils ne savaient pas où se mettre, là, puis il n'y avait rien qui avait été fait dans les écoles, il n'y avait rien qui avait été mis en place. Fait que moi, j'ai vu ça aller, j'ai dit, je ne peux pas laisser ça aller. Fait que je faisais ça tous les jours. La première semaine, à tous les jours, pendant 1h30, des fois 2 heures de temps avec les gens. 3e, 4e, 5e, 6e année, c'était plus mon champ d'expertise. Donc, on faisait des leçons comme ça. Mais les enfants adoraient ça. On a fait des projets d'art, des projets de sciences. J'ai vraiment animé un peu. Ça fait partie de moi aussi. J'étais animatrice à l'époque de terrain de jeu. J'ai vraiment animé, enseigné. Fait que ça a démarré comme ça. Puis là, j'ai fait opportunité, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Wow! Mon Dieu, on dirait que je trouve ça beau là, parce que tu es comme arrivé au bon moment. C'est comme un timing pratiquement divin, là, j'ai envie de dire, tellement que c'était comme la belle opportunité qui est arrivée comme ça. Fait qu'au final, toi, dans le fond, j'imagine que là, ton congé de maternité, comme il était terminé, l'école, t'attendais-tu en septembre? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, moi, j'avais pris congé jusqu'en juin, dans le fond, parce que je ne voulais pas terminer l'année avec des élèves que je ne connaissais pas. Donc, je m'étais dit, je vais revenir en septembre. Et là, avec cette opportunité-là, je n'ai pas pris la décision tout de suite. Dans le fond, j'ai attendu en juin. Fait que moi, j'ai eu mars, avril, mai. On a structuré des classes en ligne. C'était du 10, 15, des fois 20 élèves avec des collègues qui ne travaillaient pas. Le premier confinement, on ne travaillait pas du tout. Puis à Montréal, ça a continué comme ça jusqu'au mois de juin. Ils n'ont pas été à l'école pendant le reste de l'année. On a fait des classes, mais moi dans ma tête, je retournais en septembre. Là. J'avais pas dans l'idée de poursuivre l'entreprise, que j'imaginais jamais que ce soit rentable dès la première année, parce que moi, j'ai commencé mon entreprise, dans le fond, officiellement en été 2018 que j'ai enregistré. Okay. Donc, moi, c'était pas dans ma tête, je retournais à l'école en septembre, c'était une opportunité, je la prenais. C'est sûr que ça me tentait pas, par exemple, mais je pensais pas. C'est sûr que c'est lourd aussi la réalité qu'il y avait en septembre avec les masques, avec les groupes bulles, la gestion de tout ça. Là, c'est sûr que ça ne devait pas être évident. Ça a été en juin, quand ils m'ont relancé, qu'ils m'ont demandé si je revenais en septembre.
j'ai vu qu'est-ce qui s'était passé de mars à juin. Ça fait boum. On a quand même aidé en 2000, ça c'était en 2020, mars 2020, jusqu'à la fin de l'année 2020, 243 familles là, quand même qu'on a accompagnées en classe. Fait que moi, en juin, quand ils m'ont demandé, j'ai dit non. J'ai dit, je prends une année sabbatique supplémentaire. Mais je n'étais pas certaine de mon affaire encore. Je ne savais pas là, comment ça allait évoluer avec le temps. Non, moi, j'ai une opportunité, je la prends, puis advienne que pourra. J'ai beaucoup la foi dans la vie. Là. Moi, je remets ça en haut, puis let's go, on fonce, puis on va y arriver. On va y arriver. Ben oui, puis ça a marché, Colin, tant mieux. Ouais. Ah, c'est mon Dieu, wow, je trouve ça courageux aussi parce que veux pas, tu sais, de ne pas savoir si. Parce que j'imagine que si tu prends une année sabbatique, tu ne peux pas dire au bout de 6 mois, hey, tu sais quoi, je reviendrai finalement. C'est comme non. La classe est commencée, puis tout bad. Ouais, je me suis dit pourquoi pas. Je voyais la possibilité aussi, tu sais, je voyais là, que ça ne s'essoufflait pas, la pandémie, on a eu plusieurs vagues, il s'est passé beaucoup de choses. Fait que j'ai comme senti que ma place était là. C'était plus grand que moi, là. J'ai comme senti que c'était à cet endroit-là que je devais être. C'est ça que je devais faire. C'est ça qu'on a fait. Puis là, si je fais, mettons, fast forward jusqu'à aujourd'hui, juin 2021, ta décision, est-ce que tu l'as rendue? Il arrive quoi avec ton poste? J'ai démissionné en mars dernier. Donc, quand j'ai terminé mon année sabbatique, il fallait que je prenne une décision si je prends une deuxième, parce que ma première année sabbatique, c'était un prolongement de mon congé maternité. J'avais le droit à une deuxième année sabbatique. Et là, avec comment ça a évolué dans le temps, puis tout ce qui s'est passé, puis ça va vraiment bien. Donc, j'ai pris la décision vraiment de quitter la commission scolaire. Ça n'a pas été facile. Parce que j'haïssais pas ça. Mais non, c'est ça. J'haïssais pas ça, mais je sentais plus que je pouvais faire la différence autant, d'avoir autant d'impact que maintenant avec ce que j'ai pris comme décision. Là, je peux avoir de l'impact vraiment comme j'ai envie. J'avais 20 élèves par année. Là, je vais pouvoir avoir beaucoup plus que 20 familles qu'on va pouvoir impacter là, avec nos services. Tellement. Puis là, j'aurais envie peut-être que tu t'expliques un peu c'est quoi le modèle d'affaires. Déjà, je n'ai pas nommé, toi non plus, ton entreprise qui s'appelle Entre guillemets, parce que tu es une guillemette, c'est super concept. C'est ça. J'adore ça. Gros concept. Oui, gros concept, j'aime ça. C'est quoi, dans le fond? Tu me parlais d'animation ou pas d'animation, dans le fond, d'enseignement en groupe que tu as fait au début, par visioconférence. Mais là, aujourd'hui, j'imagine que ça a un peu changé. Ton modèle d'affaires, il a dû comme changer là, avec le temps. Oui, il a évolué. Dans le fond, on a commencé avec des classes. Après, on s'est rendu compte que le tutorat individuel a pris de la popularité parce qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas été à l'école, il y a des trous qui se sont faits à travers le temps. Et quand les masques obligatoires sont arrivés en classe, c'est l'école maison qui a vraiment pris de l'ampleur. Donc, les parents qui ont décidé de faire l'école à la maison à leurs enfants, ne sachant pas trop sachant pas trop comment faire les choses, hein, c'est pas des pédagogues. Donc, c'est ça, on a décidé de se diriger vers là. Puis moi, j'avais la chance dans mon équipe d'avoir des enseignantes qui font l'école maison à leurs enfants. Donc, ils ont dit, hey, Marie-Sophie, écoute, on part ce projet-là, tout ça. Fait que j'ai vraiment réorienté. On offre encore du tutorat. Des classes vont revenir aussi pendant l'année 2021-2022, mais je te dirais que j'ai suivi la tangente de ma clientèle. J'ai suivi la tangente de la pandémie aussi. Donc, tu sais, une fois que les classes se sont essoufflées après l'individuel, l'individuel s'est essoufflé, c'était l'école maison. Fait qu'il a fallu vraiment questionner notre clientèle et dire, mais c'est quoi vous avez besoin? Puis on a vu là, émerger l'école maison beaucoup. Là, je pense qu'ils ont triplé ou quadruplé le nombre de familles au Québec qui font l'école maison maintenant. Et puis la tangente se maintient pour 2021-2022. Fait qu'on en est là en juin 2021. On vient de terminer une année au printemps, là, à partir du retour de la relâche, on s'est vraiment investi dans le projet d'école maison. On a demeuré avec du tutorat également en individuel. On se spécialise beaucoup dans les services en accompagnement individuel. Puis, en septembre, là, ça va pas mal être la continuité. Là, ça va être les deux plans, l'école maison, tutorat.
Quand tu parles de école-maison, en fait, Oui. ça se traduit comment le soutien pour... Parce que j'imagine que vous ne remplacez pas l'école là, à distance. C'est comme vous arrivez en support aux parents Aux et parents. à Oui, l'élève, juste aux oui, parents. OK. exactement. On fait tout, on fait 3 axes. En fait, on vient en support aux parents. Parce que quand le parent prend la charge éducative de son enfant, il y a quand même des obligations. Ça passe par la paperasse. Il y a des comptes à rendre, dans le fond, au gouvernement pour dire que son enfant reçoit un enseignement de qualité. Donc, nous, on les aide. Il y a un projet d'apprentissage, des bilans, des choses comme ça, la paperasse à remplir. Nous, on les accompagne dans tout ce volet-là. On les aide aussi pour l'horaire. À quel moment que mon enfant fait des apprentissages, quel manuel scolaire, quelles ressources éducatives je vais chercher. Fait que toute notre expertise d'enseignants, en plus d'avoir des enseignants qui font l'école maison avec leurs enfants. Fait que nous, on les accompagne vraiment à bien s'installer, bien démarrer, pour que leurs enfants soient en réussite. Hein. C'est une autre mentalité, l'école maison, c'est une autre façon de faire les choses, d'apprendre en fait. Donc, cet axe-là, le deuxième axe, c'est vraiment l'évaluation. Donc, nous, on a cette expertise-là, c'est d'évaluer. Déjà qu'on le faisait en classe, on est capable d'évaluer. Fait qu'on fait la partie évaluative et on fait aussi le tutorat. Donc, on continue à faire du tutorat. C'est sûr que c'est un peu différent du tutorat d'un enfant qui va à l'école. Hein. Un enfant qui fait l'école maison, souvent, on va faire soit de la nouvelle matière, on va, oui, aussi consolider, rattraper. On va pister l'enfant. Des fois, on va évaluer à travers ça. Donc, ça se décline vraiment en 3 axes. Parents, évaluation, tutorat là, pour l'école maison. Puis au niveau du modèle d'affaires, Oui. est-ce que vous fonctionnez comme par forfait, à l'heure? Oui. Par Comment forfait. ça marche? Par forfait mensuel, Par forfait. j'imagine. En fait, on offre des forfaits autant à la carte qu'en tout inclus. Quand je dis tout inclus, c'est mes 3 axes qu'on offre aux parents parce qu'un parent qui passe d'établissement scolaire à école-maison, c'est beaucoup de choses à penser en même temps. Donc, on a vraiment des forfaits. Je l'appelle mon tout inclus d'école-maison pour une demi-année, pour une année complète. Et on offre des services à la carte également. Mais c'est des forfaits. Oui, il y a des banques d'heures, mais chez entre guillemets, oui, on met des heures, mais on est là de A à Z. Quand le parent embarque dans notre univers, on les accompagne s'ils ont des questions, tout ça. On est vraiment très présent là, pour les gens qui sont avec nous. Puis, est-ce que tu penses que la tendance de l'école à la maison va se poursuivre au-delà de la pandémie, selon toi? Ah oui, définitivement. Je regarde le nombre de personnes qui ont aimé l'expérience de télétravail. C'est une grosse proportion. Tu sais, je ne sais pas les statistiques, mais je sais que c'est une grande tangente. Beaucoup de gens, je le vois dans mon quartier, là, des gens qui restent à la maison, qui font du télétravail. Donc, je pense que ça va amener aussi une possibilité aux parents de faire l'école maison qu'ils n'avaient pas avant parce qu'ils sont à la maison, de un. De deux, avec tout ce qui se passe, oui, la pandémie, ça vient motiver certains parents aussi à prendre la décision, que ce soit au niveau des mesures sanitaires, la vaccination, tout ça. Il y a des parents qui vont faire le choix de les garder à la maison. Fait que ça, c'est venu motiver. Mais puis avec les retards aussi que les confinements ont occasionné, il y a des enfants qui étaient en difficulté, qui sont rendus en très grande difficulté. Puis à l'école, on sont en stress, en anxiété, ils ne suivent plus, c'est difficile, c'est laborieux. Donc, des fois, les parents vont dire, ben moi, je vais essayer à la maison avec du soutien privé, avec de l'accompagnement privé pour voir comment mon enfant évolue là-dedans. Donc, il y a toutes sortes de raisons, mais je pense que oui, c'est une tangente qui va grandir à travers le temps, définitivement. C'est pour ça qu'on s'est dit, il y a des besoins, pourquoi pas, on a la formation, qu'on est capable de les accompagner. Oui, puis je pense que mettons, parce que, tu sais, s'il faut, on pense, mettons, à des menaces potentielles, ben, mettons que la tendance diminue, mais qu'il y a quand même un lot de familles qui décident de le conserver, ce mode de vie-là, reste qu'il va toujours avoir besoin quand même de soutien scolaire. Fait que, tu sais, le besoin va rester, va peut-être être différent, peut-être dans 5 ans, tu sais, on ne le sait pas, là, on peut avoir droit à des années folles, puis, tu sais, on y parle pratiquement que ça soit un peu le même effet qu'après la guerre. Là, des fois, on dirait que c'est déjà commencé, là, mais en tout cas, parce qu'on se déconfine, là, fait que les gens virent fous. Mais là, j'aimerais ça peut-être qu'on parle un petit peu plus de marketing, dans le sens que toi, tu l'as dit au début, tu avais ta page Facebook, tout ça, mais ça a été quoi qui t'a permis de faire ce boom-là? C'est quoi les actions marketing ou c'est quel genre de visibilité que tu as eu? Comment? Explique-nous tout ça.
Moi, je dirais que j'ai toujours été une fille assez extravertie, qui aime parler, tout ça. Fait que les lives Facebook, là, je pense que ça a été vraiment ma porte d'entrée. Faire des Zooms aussi avec les élèves, avec les enfants. Fait que moi, j'ai fait comme sur deux plans. Je me suis dit, je vais démontrer que, tu sais, on fait des choses qui sont agréables, qui sont ludiques, qui sont motivantes, entre guillemets. Fait que oui, j'ai fait des activités avec les enfants. Puis je suis allée au-delà de français mathématiques, là. Tu sais, moi, j'ai fait des classes gratuites, là, pendant plusieurs mois en 2020, puis même au début de 2021. Fait qu'on faisait des activités français, mathématiques, sciences, univers social, on faisait de l'art plastique. Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup d'ateliers comme ça avec les enfants, puis des lives Facebook. J'étais sur Facebook, là, 2, 3 fois par semaine, là, pendant très longtemps. Puis j'y vais encore de façon régulière, donner des trucs de motivation, des trucs d'horaire, des trucs, tu sais, de devoirs leçons, les meilleures applications. Fait que ça, j'ai fait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la dernière année et demie. Je pense que ça m'a vraiment permis d'avoir une visibilité. Avec un site Internet joint à ma page Facebook, là, je pense que ça a eu une incidence. OK. Fait que dans le fond, c'était vraiment du contenu, tu sais, qu'on dit organique, là. Tu n'avais pas Oui. payé en Ben, publicité. oui, j'en ai Aussi. payé la publicité. Ben, des choses OK. qui fonctionnaient bien, tu sais, Tu les je faisais des propulsais. beaux. Oui, puis moi, j'ai pris, à travers le temps, moi, j'ai commencé toute seule. J'ai fait ça tout seul au début. Je suis allée me chercher des coachs, en fait. Je me suis dit, je vais aller me chercher des coachs, je vais aller me chercher des gens qui vont vraiment me guider, qui vont vraiment me dire, OK, Oui. ça, tu peux déléguer ça, va chercher de l'aide pour ça. Fait que oui, je me suis entourée d'une équipe marketing. J'ai des gens qui travaillent avec moi, j'ai des adjointes maintenant, j'ai une conseillère pédagogique. Tu sais, j'ai une équipe maintenant, mais ça s'est fait petit à petit, là, vraiment. Mais au début, là, c'était vraiment beaucoup de visibilité sur Facebook. Beaucoup, beaucoup, beaucoup que j'étais présente, que j'étais là, je répondais aux questions des parents, faisais des zooms avec les parents, répondre à leurs questions. Ça a beaucoup passé par là. Mais oui, j'ai investi en publicité, j'ai investi d'ailleurs encore. J'ai lancé un outil en mars 2020, un outil des activités gratuites, ludiques, pédagogiques. Là, ça a parti comme des petits pains chauds. Les parents avaient besoin d'idées, de ressources, tout ça. Oui. Vraiment. Il n'y a plus rien à faire. Fait que ça a été un outil qui a très bien fonctionné et qui fonctionne très bien encore. Fait que c'est diverses petites stratégies comme ça avec une infolette, donner des trucs que je donnais en live, ben, je les donnais en infolette. Fait que ça a été plein de choses comme ça que j'ai installées, pas tout en même temps, là, une à la suite de l'autre là, pour faire la visibilité. Mais quand l'école maison a débuté fortement, c'est là que j'ai été chercher mon audience beaucoup. Puis là, j'ai mis beaucoup de publicité là, pour dire qu'on avait cette expertise-là. Puis il y a probablement aussi beaucoup de bouche à oreille, dans le sens Oui. où la communauté des parents qui font l'école à la maison, je pense que c'est une communauté qui se connaît. Tu sais, il y a beaucoup de groupes Facebook. Fait que veux pas, Oui. je pense que tu as un effet aussi de bouche à oreille qui est non négligeable. Oui, l'entraînement. Oh, oui, Oh, avec ouais. la QED aussi, une association québécoise d'éducation à domicile qui évolue depuis des dizaines d'années auprès des parents qui font l'école maison. On est en train de faire une collaboration. Fait que ça nous a donné un bon coup de pouce aussi. Les gens qui étaient avec nous au printemps, qui ont travaillé avec Mme Amélie, elle qui chapeaute le projet, qui était avec les parents, oui, ils reviennent l'année prochaine, ils en ont parlé dans leur entourage. Fait que oui, il y a plusieurs choses comme ça. Quand on s'installe dans parce que c'est une niche très précise, on ne se le cachera pas, là, j'ai vraiment un bassin de gens très précis. Donc oui, ça se parle très facilement, comme tu as dit dans les groupes Facebook. Là, on se voit passer de plus en plus. Fait qu'on va essayer d'être le chef de file dans ce beau projet-là là, pour les accompagner. Ah, c'est vraiment le fun de voir que, justement, vu que tu répondais tellement bien à un besoin, que justement, c'était niché, fait que tu savais exactement comment t'adresser aux parents et tout ça, comment intervenir, ben tu vois, c'est le meilleur exemple que ça fonctionne quand on a une idée claire là, de comment... Définitivement. Faut suivre sa clientèle. Tu sais, j'avais je ne sais pas si tu connais Nancy Soignon oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, elle disait, ta gueule, écoute et réponds. Tu sais, écoute ta clientèle puis réponds à leurs besoins. Fait que, tu sais, ça m'a marqué. Puis en l'appliquant, ça fonctionne vraiment bien. Écoute, les clients, ils ont besoin de quoi? Les gens qui sont dans ta communauté, ils ont besoin de quoi? Écoute-les, pose-leur des questions. Tu sais. Ça m'a vraiment servi.
Et j'ai suivi aussi la pandémie, les mesures, tout ça. Je me suis ajustée. Et le nombre de fois qu'il y avait une conférence de presse, puis après, j'ouvrais ma caméra, là, puis salut, je vous accueille dans ce que vous vivez. Comment vous pensez que, que ça va se traduire? Comment vous sentez? Tout ça, je les ai accompagnés là, à maintes reprises dans tous les aléas de cette pandémie-là. Ça aussi, ça l'a donné de démontrer que je vis les mêmes choses qu'eux, puis que moi aussi, ça me déçoit telle affaire, puis de partager avec le communauté. C'est vraiment d'être authentique là, avec eux, puis d'être. C'est le langage d'influence aussi là, qui fonctionne très, très bien. Oui. Ah, c'est super le fun, j'aime ça. Puis, qu'est-ce que tu dirais comme étant une difficulté ou un défi dans le milieu dans lequel tu es? Tu sais, vu que tu t'adresses à une clientèle de parents, tu sais, je te donne un exemple. Est-ce que le budget, ça a été un frein pour certains? C'est quoi qui est difficile pour développer encore plus, entre guillemets, mettons? Oui, c'est ça que l'accessibilité aux services qui sont privés, c'est de dédouaner ça avec les parents puis de leur dire tous les avantages que ça va leur donner au fil du temps. Mais oui, ça en a été un gros frein parce que aller chercher de l'éducation privée payante, c'est pas nécessairement tous les parents qui sont prêts à faire ça, qui comprennent aussi le plus-value d'aller chercher un service privé parce que je suis privatisée. Moi, je ne relève pas du gouvernement et je ne veux pas non plus, je reste privée. Donc, c'est que les parents comprennent qu'avec un accompagnement, c'est d'économie de temps, c'est de plein de choses, de lourdeur aussi, là, c'est des heures et des heures, monter un portfolio à la fin de l'année pour l'évaluation, mais nous, on prend ça en charge. Et c'est de voir un peu les avantages d'être accompagné. Là. Des parents qui arrivaient, qui avaient recherché pendant des dizaines d'heures des ressources pédagogiques. Et nous, on prend une demi-heure, on dit ça, on transfère ça en maths. Fait que, tu sais, c'est de leur montrer qu'avec une expertise, là, ça va être plus facile au quotidien, là. Mais c'est pas facile encore pour certains parents, puis c'est normal aussi, là. Bien, c'est un peu le même parallèle, je pense qu'on peut faire avec les cliniques privées en médical, je veux dire, dans le sens où on est tellement habitué que l'éducation, la santé, c'est public. C'est gratuit. Que c'est gratuit, c'est ça. Fait qu'on n'a pas le réflexe, on se dit, ben on paye nos impôts, le gouvernement va nous fournir le service, mais des fois, on veut avoir un peu plus. Puis, tu sais, comme au privé, dans les cliniques médicales, des fois, on aimerait ça que notre examen ne se fasse pas dans 2 ans, là, tu sais, fait qu'on décide de faire le choix de payer. Mais sinon, y a-t-il d'autres défis, selon toi, dans l'expansion où c'est comme organique, ça se fait naturellement, puis toi, dans le fond, tu gères ta croissance en agrandissant ton équipe, puis ça va, il n'y a pas comme de... Je te dirais que le défi, c'est de s'ajuster aux besoins parce que oui, l'école maison là, est populaire. Est-ce que ça va être populaire dans le temps? Est-ce que le tutorat va redevenir plus populaire? Fait que moi, c'est ça mon défi. C'est d'avoir les travailleurs autonomes aussi. Tu sais, la majorité de mes travailleurs autonomes travaillent en classe. Fait que là, tu sais, des fois, c'est ça, c'est d'avoir plusieurs enseignants, différents horizons. Là, ça aussi, ça devient complexe. T'sais, moi, j'ai géré une équipe de 15 enseignants. Là, avec l'école maison, on s'est restructuré avec d'autres enseignants qui avaient plus de disponibilité de jour. Fait d'aller chercher aussi des enseignants qui ont une expertise, qui ont de l'expérience. Parce que moi, ils sont tous brevetés, puis on a tous un minimum 10 ans d'expérience. Fait que d'aller chercher cette qualité-là aussi d'équipe, ça a été laborieux. Fait que ça, là, la structure, parce qu'il faut que je la retravaille. Tu sais, je peux pas te dire, j'ai une structure d'entreprise, je la garde, c'est terminé. Ou non. Tu sais, les enseignants, à un moment donné, ouf, là, ils vivent une année plus difficile en classe, ils ne peuvent plus me donner d'heures. OK, il faut que j'aille trouver quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas parce qu'ils veulent pas, mais des fois, c'est difficile de poursuivre avec travailler sur les deux champs en même temps. Fait que, il y a l'équipe, puis la croissance, oui, ça continue à croître, mais il faut que je m'ajuste toujours aux tendances du marché, on va le dire de cette façon-là. Oui, puis tu sais, je serais curieuse aussi de savoir, mettons, aujourd'hui, parce que bon, tu disais, quand tu as commencé, tu étais toute seule, tu avais ta barque, tu ramais toute seule. Là, maintenant que tu es entourée, que tu as une équipe, est-ce que tu fais encore de l'enseignement ou tu gères juste ton équipe et ta business en s'entend? Je fais juste ça. Je fais juste gérer mon équipe. Juste, oui, en guillemets. Je fais juste ça.
Ben, récemment, j'ai arrêté, là, parce que j'en ai fait longtemps, là. Tu sais, j'ai fait des classes, j'ai fait du tutorat privé, je fais sur les réseaux sociaux. Tu sais, en fait, moi, j'ai démarré l'aventure avec une adjointe qui s'occupait de ma comptabilité. C'est tout. Moi, je faisais OK. tout le reste. OK. Quand même, tu sais. Puis, à un moment donné, mais tranquillement, pas vite, mais quand il y a eu de la croissance, ben là, tu sais, j'ai délégué vraiment toutes les facettes, là, que ce soit au niveau du marketing, au niveau des courriels, le contact client, tout ça. Même, j'ai délégué les appels de clarification. Fait que moi, je ne fais plus, je travaille plus dans l'entreprise, je travaille sur mon entreprise, pour la croissance. Je vais rester en visibilité, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est moi qu'on va voir, qu'on va voir, je me mets de l'avant, en fait, Oui. vu que je suis visage entreprise, mais oui, je suis gestionnaire maintenant, beaucoup plus, là, Est-ce que ça vraiment. te manque le contact avec les enfants? Parce que si on se rappelle au départ, tu l'aimais ta Ouais, job d'enseignante. ouais, Est-ce que tu ouais. as peur qu'un jour ça te manque ou tu trouves ça Je vais tellement faire des classes, passionnant? je vais faire des classes gratuites. Non, sans faire, j'ai pas peur que ça me manque parce que j'aime tellement ce que je fais. Je dirais que le sentiment d'avoir d'impact sur beaucoup de familles, tu sais, de former les enseignants. Tu sais, je me suis découvert une nouvelle passion aussi, là. Former mon équipe, former les enseignants, déléguer les tâches, j'adore ça. Puis moi, je reste dans ma zone de génie, de création de contenu, de live sur Facebook, tout ça. Fait que non, je suis vraiment sur mon X. Puis si je m'ennuie, je pense que je vais refaire ça. Je vais faire des classes gratuites, je vais faire des. Comme là, je prépare un atelier pour le passation primaire, secondaire, des examens d'entrée. On va faire ça début septembre, mais c'est moi qui vais donner l'atelier aux élèves. Je vais me garder, je pense, OK. des petits ateliers, des petites activités que je vais faire avec les enfants. Mais je me réalise tellement dans mon rôle de gestionnaire. Je ne pensais pas autant adorer ça, mais je continue à faire la pédagogie, je continue à avoir de l'impact. Ouais. Pour moi, c'est ça qui est le plus grand important, c'est vraiment d'aider un maximum de familles au Québec pour que les enfants soient bien, qu'ils soient heureux, puis que apprendre devienne plaisant, puis qu'ils soient persévérants aussi, parce que là, la persévérance me mange un coup cette année, la persévérance Oui. scolaire, la motivation. Et moi, ça va être mon cheval de bataille. Je projette faire des conférences là-dessus, d'aller expliquer un peu, oui, on a vécu quelque chose de difficile, mais il y a possibilité quand même de poursuivre, d'aller d'atteindre son DES. Fait que, c'est ça. Puis toutes les compétences que tu développes, tu sais, au niveau managérial, mettons, Oui. bien, c'est aussi super intéressant quand tu as cette passion-là. Tu sais, j'imagine tu l'avais déjà, cette fibre entrepreneur-là, pour Oui. créer ton entreprise on the side, comme je disais tantôt, en toute, voyons, je cherche En le mot. naïveté. Oh, oui, j'étais Naïveté, c'est naïve. ça que je cherchais. Oui, c'est ça que je cherchais. Tu sais, je vais faire ça un petit peu, puis on Ouais, verra où ça me mène. Puis là, ouais, aujourd'hui, c'est boum. ça. Ouais. Je suis encore un peu naïve. Je suis encore OK. un peu naïve. Des fois, je sous-estime tu sais, quand je compare d'où je viens, puis que je vois ce que j'ai réalisé, je fais, j'ai fait tout ce chemin-là, moi. Tu sais, je suis encore un peu naïve. Je pense que la naïveté entrepreneuriale, c'est un beau cadeau, hein. C'est un beau cadeau parce que ça te permet de prendre des risques, d'avoir, je pense, un peu plus de courage puis d'audace que si tu étais Mhm. conscient de. Moi, j'aime ça, cette naïveté-là, puis j'essaie de la cultiver à travers le temps, puis de me rappeler mon 300 élèves à quel point j'avais fait ben, on va faire ça. Go. Beaucoup dans l'intuition, je suis beaucoup, beaucoup dans l'intuition. Là, je sens que c'est le temps de faire ça, je sens que c'est le temps de faire ça. Let's go, on se mobilise, go, on y va. Mais c'est ça. Mais tranquillement, pas vite, on construit, puis à travers le temps, on se rend compte que ça grossit, puis qu'on vit une croissance. Oui, je pense que j'avais lu ça quelque part qui disait que si on savait la charge de travail qui nous attend en lançant son entreprise, il y en a beaucoup qui ne le feraient pas. Parce que ça prend Ah justement oui. cette naïveté-là de faire Hey, c'est possible, puis go, on Mm. y va, puis ça ne doit pas être si pire, on se lance. C'est ça, exactement, exactement. Puis c'est après coup qu'on fait j'ai passé à travers de ça, j'ai fait ça parce que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Là. Ça a été des gros hauts, des gros bas à se faire questionner, qu'est-ce que je fais. J'ai eu des mois, des belles rentrées d'argent, d'autres mois presque rien. Fait que, tu sais, aller chercher une stabilité quand tu débutes, c'est extrêmement difficile. Fait qu'on on les vit tous. On vit tout Ouais. ça, des vagues plus ou moins creuses, dépendamment de ton entreprise. Mais
c'est de voir le chemin parcouru quand tu regardes en arrière de toi. Tu fais « Oh, j'ai tout fait ça, j'ai passé à travers de ça. » Fait qu'on dirait que ça te donne de la solidité de dire « Ben, peu importe ce qui va arriver en avant, capable. J'ai tout fait ça. Je suis capable de continuer. » Clairement. Hey, c'est un beau mot de la fin, je pense. J'aimerais ça peut-être en terminant que tu nous dises où on peut suivre en fait les projets de entre guillemets, qu'est-ce qui s'en vient, nous dire un petit peu où on peut te trouver puis aller t'écouter en live. Oui, fait que mes lives, moi, j'en fais de façon quand même régulière sur ma page entre guillemets, hein, donc au nom de l'entreprise. Sinon, pour les services, pour tout ce qu'on va offrir pour l'automne, c'est au www.entreguillemets.ca. Donc, tout est bien expliqué, que ce soit du tutorat, l'école maison, là, sur notre site Internet, on a tout ça. Super! Là, ce qui s'en vient, là, c'est vraiment très simple, c'est qu'on on fait un lancement là, début août pour l'école maison. On va faire un gros happening avec un groupe Facebook. Fait que sur mon site Facebook, dans le fond, ma page Facebook, on va avoir tous les détails. Ça va vraiment être un gros événement, un gros happening pour tous ceux qui réfléchissent à faire l'école maison, qui ont décidé de le faire. Fait qu'on va avoir des entrevues, on va avoir des invités. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Ah, c'est du fun. Je pense que les parents ont besoin de sentir qu'il existe des ressources, qu'il existe, parce que je me mets à la place, je me dis, j'aurais un vertige, là, parce que, tu sais, moi, je n'ai pas étudié en enseignement, j'ai étudié en gestion, tu sais, moi, ça après, pas sûr. Mais de savoir qu'il y a une entreprise comme entre guillemets qui peut justement soutenir, ça doit être un beau gros plus pour ces familles-là. Définitivement. Oh, super. Merci, Marie-Sophie, d'avoir accepté. Ça me fait tellement plaisir. Oui, je suis super contente. Fait que je vous invite à aller suivre, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, puis à suivre les projets qui s'en viennent, pardon. Puis, merci, Marie-Sophie, puis bye tout le monde! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous rendre sur l'application Apple Podcasts, si ce n'est pas déjà fait, et à laisser une note de 5 étoiles pour mentionner que vous avez aimé ou que vous voulez encourager le podcast à bénéficier d'une meilleure visibilité. Merci à tous ceux qui m'écrivent des messages en lien avec les épisodes qui sortent chaque semaine. Ça me fait vraiment très plaisir de vous lire. Et surtout, je voulais prendre un petit moment pour vous rappeler que la période estivale, pour bien des entrepreneurs, c'est une période propice à la planification stratégique de son entreprise et bien sûr de son marketing. Donc, si vous avez envie de vous faire accompagner cet été, il n'est pas trop tard pour réserver une place en accompagnement stratégique avec moi. Donc, une belle formule d'accompagnement qui vous donne beaucoup de soutien justement pour faire votre planification et un peu savoir comment vous allez structurer votre entreprise et son marketing pour atteindre vos objectifs pour la prochaine année. Alors, réservez votre premier appel avec moi, c'est gratuit, c'est sans frais et on regarde dans le fond si je peux vous aider et comment je peux le faire. Donc, pour réserver votre appel, c'est à l'adresse suivante, donc au bit.ly/consultation-Mélanie. Donc, ça a l'air un peu compliqué, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Donc, comme ça, vous allez pouvoir accéder rapidement au lien pour réserver un appel avec moi. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!